Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 26 février 2018, voici la une du journal. Le compte à rebours pour le 8 mars 2018, la fièvre monte à 10 jours de la célébration. En tête du journal, le décryptage de la thématique et le point des préparatifs de la Journée internationale de la femme. Le compte est bon au Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Un livre par matière. Dès la rentrée prochaine, l'instance table sur l'équation ce lundi à Yaoundé. Premières orientations dans ce 20h30. Des comptes à régler à l'indiscipline des enfants à l'école ou à la maison. Oui, mais comment appliquer les punitions? La grande enquête ouvre la brèche vers les punitions alternatives. Voilà pour les titres. Journée internationale de la femme 2018, la rédaction lance le compte à rebours à 10 jours de l'événement. La 33e édition de la GIF qui se célèbre le 8 mars s'annonce un bon cru à en juger par les belles couleurs du pain déjà disponible sur le marché et dans les entreprises et par les activités affichées au chronogramme de cette célébration. Voici les prémices du 8 mars 2018. C'est un reportage de Agnès Solange. Pas de répit pour ces machines à coudre. Depuis des semaines, elles exécutent mécaniquement les points de couture sur des pièces de tissu disséquées. Ici au marché Mokolo, ce n'est pas encore la grande affluence, comme vous pouvez le constater, mais les couturières, elles, s'attellent à confectionner les meilleurs modèles, comme ce cabas que vous pouvez voir, 15 000 francs CFA. Des ouvrières noyées dans des robes cabas aux modèles originaux et authentiques, les uns aux côtés des autres, confectionnés pour une clientèle d'exception. On appelle le modèle, c'est le modèle Android. C'est pour cela que vous avez vu le dos engrillagé. Il faut un peu laisser le nyanga au dos. Et le bas est en bobaraba. Dans les grandes surfaces, les femmes y vont à la pipette. Je suis venue prendre le 8 mars, j'ai choisi la couleur rouge. J'ai acheté tôt parce que je suis vraiment occupée. À la dernière minute, je ne pourrais pas avoir l'occasion avec les bousculades. Et l'on rassure que les dispositions sont prises pour éviter l'attroupement. Tous nos points de vente sont ravitaillés. Nous avons pris toutes les dispositions pour que dans tous les 4 coins de la République, le pain puisse être disponible. En agréant sur l'ensemble du territoire plus de 300 distributeurs. Des échanges et quelques activités ludiques sont annoncées dans les entreprises et départements publics. Ambiance des préparatifs visiblement encore timide dans la capitale Yaoundé. Et pour ce 8 mars 2018, les Nations Unies appellent les femmes et les hommes à travers le monde à intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et à renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Une thématique à 2 axes qui correspond bien aux défis de l'heure pour cette catégorie sociale au Cameroun. Catherine Toulou Elanga. Depuis la conférence de Beijing en Chine en 1995, les femmes se battent contre la discrimination. Un combat rude qui sera encore d'actualité cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le terme discrimination contenu dans le thème retenu ne surprend personne. On parle quand même de discrimination de la femme parce que partout les droits de la femme sont bafoués ou ignorés. La discrimination, il ne faut pas s'attendre à ce que c'est d'autres qui nous déroulent le tapis rouge. Je pense que le véritable problème, c'est d'abord les femmes elles-mêmes. Les femmes qui représentent un peu plus de 60% de la population constituent une main forte pour le développement durable. Seulement, elles font face aux obstacles multiformes. La maman doit savoir que les mêmes charges qu'il doit attribuer aux jeunes garçons, c'est les mêmes charges qu'il doit aussi attribuer à la jeune fille. Et sur le plan scolaire, s'il envoie le garçon à l'école, la jeune fille doit aussi être à l'école. Même si des efforts sont déployés par les pouvoirs publics pour permettre à la femme de s'affirmer avec, par exemple, l'approche genre, beaucoup reste encore à faire. Les mécanismes sont là. Je dis que les instruments, ils sont là. Je vous ai parlé de la politique genre qui a été déjà adoptée, son plan de mise en œuvre. Peut-être que le problème se pose au problème de l'applicabilité. Parmi les objectifs de développement durable, l'égalité et l'autonomisation font partie intégrante d'un développement durable.
Cette célébration sera naturellement l'occasion pour les femmes au Cameroun de mesurer le chemin parcouru dans ce combat qu'elles mènent contre les violences, les discriminations et pour leur émancipation. La Camerounaise a dans ce combat-là un allié de poids. Le président de la République, Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, il n'a eu de cesse de ratifier toutes les conventions internationales et de promouvoir des instruments juridiques au plan national. Il s'agit d'encadrer la représentativité sociale, politique et économique de la Camerounaise. Le quota de 2 femmes par liste pour ces prochaines sénatoriales est une belle illustration. Le regard de Lucrèce Modunjemba. S'il est un avocat défenseur, un libérateur des femmes au Cameroun, un vrai, c'est lui. C'est bien lui, Paul Biya, le président de la République. Ce ne sont pas ses épouses qui, depuis 1990, vont et viennent sans autorisation maritale qui nous démentiraient. Avant, les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur mari avant de sortir. Mais c'était une discrimination vraiment criarde. Aujourd'hui, elles sont libres. Mais en réalité, c'est aux aurores de sa prise de fonction que Paul Biya trace le sillon de la promotion des femmes en créant dès 1984 le ministère de la Condition féminine. Un acte institutionnel important, en fait, le premier d'une série. Au sein du gouvernement, la proportion des femmes passe de 2 à 9 aujourd'hui. Cette percée des femmes voulue par le président de la République est globale. Elles sont secrétaires générales de ministère, directeur général de société. Même les portes du commandement territorial leur sont désormais ouvertes. À Rachel Akono, préfet de la Villa, la pionnière dans le commandement territorial, s'est ajoutée Antoinette Zongo Nyambone, préfet du Konki. L'armée et la police, forteresse masculine, cèdent face au décret présidentiel. Le commissaire divisionnaire Jeannette Ewungeme tient les commandes de la sécurité publique à la délégation générale à la sûreté nationale, tandis que le colonel Anne Belankoto occupe le poste de commandant de la Légion de gendarmerie du Sud. Les fonctions électives ne sont pas en reste. À travers la loi de 2012 portant code électoral, le chef de l'État fait sauter les verrous misogynes des partis politiques. Ils doivent désormais tenir compte du genre. Le mandat finissant comprend ainsi 56 femmes députées, 20 sénateurs, 26 femmes maires et un peu plus de 200 adjoints au maire. Cette proportion des femmes est appelée à augmenter, le président national du RDPC, le parti au pouvoir et chef de l'État, ayant fait obligation aux responsables de son parti politique de titulariser au moins 2 femmes dans les listes des sénatoriales du 25 mars prochain. Plus encore, sur le plan purement juridique, Paul Biya, le président du Conseil supérieur de la magistrature, a bousculé certains acquis masculins. Si on lit l'article 361, désormais l'adultère est reconnu au même titre pour les hommes que pour les femmes à travers les mêmes critères. On peut également citer ainsi l'article 277 qui porte sur les mutilations génitales. Une autre avancée qu'on peut relever, c'est justement l'avancée qui refuse d'accepter le mariage comme étant la réparation d'un viol. Désormais, ce mariage peut être considéré comme nul et la victime peut effectivement se plaindre. Toutefois, si la gratitude des femmes à l'endroit du président de la République est incommensurable, elle lui en redemande au regard du contrat de confiance qui lie les deux parties. Le cas du Sénat, le président c'est un homme, le premier ministre un homme, le ministre des Finances un homme, le ministre de l'économie un homme. Je peux en citer comme ça tous les ministères de souveraineté, comme si dans la symbolique il y avait des zones encore relativement réservées. Monsieur le Président de la République, faites donc sauter ce plafond de verre. Après tout, les femmes représentent 52% de la population camerounaise. Merci, Lucrèce. Dans la suite du journal, l'harmonie entre Pyongyang et Yaoundé, la riche coopération médicale, économique et diplomatique était passée en revue ce lundi à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le président Kavaïe Djibril recevait le nouvel ambassadeur de la République de Corée du Sud, son Excellence Bakriol Ryu. Nous écoutons ce compte rendu de Clarisse Tang. Des relations diplomatiques unissent le Cameroun et la Corée du Sud depuis 1961. Et pour soutenir ses partenaires, dont le Cameroun, la Corée du Sud, qui a l'expérience d'un développement économique rapide, partage son savoir-faire. C'est l'objet de la présence, ici, au cabinet du très honorable Kavaïe Djibril, du nouvel ambassadeur de la République de Corée du Sud au Cameroun. On travaille beaucoup au niveau économique d'abord et
Nous pensons à investir encore davantage, et d'abord par les projets de COICA, ce qu'on appelle l'Agence internationale de coopération coréenne. Donc, et nous projetons d'avoir de plus en plus de projets d'envergure, et nous sommes très engagés à développer nos relations d'amitié et de coopération. De nouveaux axes de coopération sont donc envisagés et seront minutieusement explorés. En attendant, pour assurer le bien-être des populations démunies, des financements coréens dans le cadre du programme baptisé CAC ont permis de réaliser des œuvres importantes sur les plans économiques, social et sanitaire. L'on peut citer sans être exhaustif les centres de formation professionnelle d'excellence de Limbé, Douala et Saint-Mélima, le Centre national des urgences médicales de Yaoundé et de nombreux autres projets dans le secteur des TIC en matière de protection du cyberespace camerounais et de la lutte contre la cybercriminalité. Une approche de développement basée sur 3 principes: travailler d'abord, servir d'abord les autres et se sacrifier d'abord pour les autres. Parlons de la coopération au plan régional maintenant, avec d'abord cette nouvelle. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, conduit la délégation camerounaise à la conférence internationale sur la sauvegarde du lac Tchad. La conférence se tient à Abuja, au Nigeria, depuis ce lundi 26 et ce sera jusqu'à après-demain, mercredi 28 février. C'est un communiqué de presse signé du directeur de cabinet Gogumu Paul Mingo. Le comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques d'Afrique centrale, le COPIL, travaille, lui, à l'avènement d'une zone économique régionale unique. Et pour préciser le régime des facilités et des privilèges du Cameroun dans ce contexte, le COPIL et le gouvernement signaient un accord ce lundi, ici à Yaoundé. Côté camerounais, pour signer les documents, les ministres Lejeune Belambela et Paul Motazé. La portée de cet accord, Séverin Alégambélé. Les signatures apposées au bas de ce document par le ministre des Relations extérieures pour le compte du gouvernement du Cameroun et par le ministre de l'économie, président du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, matérialisent la volonté politique des chefs d'État de la sous-région de faire avancer le processus d'intégration. Par cet accord, le secrétariat technique, l'une des structures du comité de pilotage dont la présidence dédiée est assurée par le président Paul Biya, se dote des moyens utiles pour le travail demandé dans les domaines prioritaires de la rationalisation. Au sein du secteur technique, nous avons plusieurs nationalités. Nous avons les Gabonais, les Tchadiens, les Burundais, les Rwandais, les Camerounais qui travaillent au quotidien. Donc il fallait un encadrement juridique pour que la structure puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités pour mener à bien ces missions. Depuis 2009, conformément au traité de l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité d'Abuja, on évoque la question de l'unification des chemins régionaux d'intégration pour une meilleure compétitivité des économies et l'amélioration des infrastructures de transport. Il y a eu l'unification des 2 zones de libre-échange. Dorénavant, nous n'avons plus une zone de libre-échange CEAC, une zone de libre-échange CEMAC. Nous avons une seule zone de libre-échange avec plus de 70 millions d'habitants. Donc les agréments avant, la CEAC agréait les produits, la CEMAC agréait les produits. Dorénavant, on va disposer d'un seul agrément qui va circuler dans les 11 États. L'harmonisation des politiques, des programmes et instruments d'intégration pour une seule communauté économique régionale en Afrique centrale passe aussi par un rapprochement des cadres institutionnels des 3 communautés économiques qui existent jusque-là. Dans ce même sens de l'intégration, les experts des douanes et des impôts d'Afrique centrale et d'Afrique australe tiennent un séminaire de 4 jours cette semaine à Yaoundé. Il s'agit pour ces 2 zones économiques de construire une synergie dans la lutte contre la fraude douanière et fiscale. Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances camerounais, explique l'importance de la rencontre dans ce reportage de Philippe Roger et Sama. Dans les administrations financières en quête de performance, le défi de mobilisation des recettes internes pour financer l'économie impose le développement des idées novatrices par les acteurs des secteurs concernés. Le renforcement de la collaboration entre les douanes et les impôts, objet du séminaire interrégional Afrique centrale, Afrique australe, ouvert ce lundi, est un concept de nouvelle génération développé pour combattre la fraude et optimiser les recettes.
Une des missions fondamentales de l'administration en charge d'assiette, c'est la collecte des ressources internes. Un des défis dans cette dynamique, c'est le recouvrement de l'impôt. Il a été établi que la collaboration, la synergie permet d'améliorer significativement les performances en matière de recouvrement. En ouvrant les travaux de ces assises, le ministre des Finances a rappelé aux participants l'impact attendu des préoccupations portées à leur réflexion. Cette expérience va nous permettre de mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies. Parce que la lutte contre la fraude est une entreprise complexe, les présentes assises basées sur les échanges et le partage d'expériences doivent aboutir, entre autres, à l'élaboration des monographies des produits à fort potentiel de fraude, ainsi que celle d'un catalogue de mesures concrètes de lutte adaptables à chaque pays. La plateforme gouvernement, secteur privé et société civile s'accorde autour du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Le document synthèse était présenté cette fin de semaine à Douala par Ernest Gwaboubou, le ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique. Première lecture à Douala. Daoud Mouliam. Le plan directeur d'industrialisation du Cameroun est une compilation bilingue de 15 documents sur format A5, dont 31 pages sont consacrées à chaque version en français et en anglais. Il s'adosse sur une stratégie à 5 axes qui mise en priorité sur les sanctuaires, agro-industrie, énergie et numérique. Vous savez que nous pouvons avoir des industries, mais s'il n'y a pas de l'énergie, on ne peut pas fonctionner. Si on ne transforme pas, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas créer de la valeur ajoutée. Mais depuis quelque temps, on ne parle que du numérique. Économie, c'est même déjà une économie, parler d'économie numérique. Cet instrument sert désormais de boussole à l'action gouvernementale dans l'atteinte méthodique et rationnelle de son objectif d'industrialisation. Le PDI est une solution concertée entre l'État, le secteur privé et la société civile. Ce plan est en phase avec les 5 grandes priorités de l'ABAD, les 17 ODD et les résolutions de la COP 21 sur le développement durable. Son implémentation a donc besoin d'une forte implication du patronat camerounais. Les patrons sont appelés à mobiliser leurs membres et à faire des propositions concrètes. C'est le secteur privé qui porte le plan directeur d'industrialisation. L'atelier de Douala a permis de dévoiler le document guide sur ses plans stratégiques, réformes structurelles et institutionnelles. Atelier, mais aussi point de presse. Une bonne implémentation de cette intention émise en mars 2013 par le chef de l'État ferait du Cameroun l'usine de la nouvelle Afrique industrielle en 2050. L'actualité, c'est également cette équation dans le secteur de l'éducation, un livre unique par matière dans le système éducatif camerounais. C'est là l'épreuve et la mise en musique de cette réforme initiée en fin d'année dernière par le Premier ministre Philémon Yang. Cette mise en musique était examinée ce lundi au cours de la réunion du Conseil d'agrément du manuel scolaire à Yaoundé. Cette instance créée dans la foulée par le chef du gouvernement travaille maintenant avec les autres acteurs du secteur sur l'effectivité des mesures gouvernementales dès la prochaine rentrée. Inutile de dire ici que c'est une mesure très attendue par les parents. Oswald Modon. Chaque année, les cartables des élèves camerounais prennent du volume, du poids aussi. La faute à une multiplicité de manuels inscrits au programme, mais dont l'efficacité n'est pas toujours garantie. Il faut changer la donne. Septembre 2018 devrait consacrer le retour du livre unique, valable pour 6 ans. Le livre unique, c'est un seul livre par matière enseignée dans tous les établissements qui dépendent du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Enseignements secondaires. Et la qualité va être déclinée à la fois sur le plan des aspects matériels des livres, sur le plan des contenus et surtout aussi sur le plan du coût. Même si les critères de sélection se veulent stricts, la mesure fait l'unanimité dans l'industrie du manuel scolaire. Je suis convaincu que chaque éditeur trouvera son compte, puisque chacun pourra avoir des parts de marché bien précis et en ce moment, l'économie d'échelle va entrer en jeu. Qu'on nous trouve des livres
pour les enfants pour plusieurs années que de nous fabriquer les livres chaque année et que les libraires ont toujours les hauts programmes, les livres à rejeter. La réorganisation du marché du livre entend faire de la place à tous. Au conseil d'agrément du manuel scolaire d'assurer l'effectivité des nouvelles mesures. Le conclave avec les éditeurs, les diffuseurs, les imprimeurs et les distributeurs avait également pour objectif de lever les potentiels goulots d'étranglement. Même si au sortir de cette rencontre, on parle encore d'une période transitoire d'1 ou 2 ans. Et voilà une réforme qui viendra certainement résoudre la question de l'accès au manuel scolaire pour les parents et les élèves, on l'a dit. Allons voir cela dans la région de l'extrême nord Cameroun, où la rareté du livre scolaire vient compliquer la transmission des connaissances à l'école. La région était ainsi dernière classée sur les 10 au récent classement de l'Office du baccalauréat. À Maroua, Isaac Damaïsou a mené l'enquête sur les stratégies pour combler ce gap. L'accès aux livres passe pour un luxe dans les établissements scolaires de la région de l'extrême nord et les enseignants en payent le lourd tribut. Ils doivent avoir ces manuels pour préparer d'abord les textes par exemple à la maison. Du moment qu'ils ne le font pas, lorsqu'ils arrivent ici en salle de classe, il est difficile de transmettre de manière adéquate ces connaissances à ces élèves. Et eux-mêmes, ils ont des difficultés à assimiler ce que nous leur donnons. Les apprenants avancent comme raison la faible culture du livre et du pouvoir d'achat. Je n'ai pas de livre parce que les parents n'ont pas de moyens pour me payer de livres. Je n'ai pas donné mon livre parce que j'ai peur que certains de mes camarades me les volent. Conscient de l'impact de cet état des choses sur les résultats de fin d'année, les établissements multiplient les stratégies en dotant les bibliothèques de quelques livres au programme. Cas pratique, le lycée bilingue de Maroua. Nous essayons d'acheter quelques livres au programme pour que ces élèves passent les utiliser. Notre politique, c'est que si nous avons une dizaine de livres pour une discipline et pour un niveau, que nous préférons de les mettre déjà à la disposition du délégué de la classe. Pour certaines exploitations, le professeur peut leur demander de photocopier telle ou telle page. Les chefs d'établissement croient aussi qu'en rendant obligatoire l'achat de certains ouvrages, une grande partie du problème sera résolue. Restons avec la jeunesse dans cette grande enquête du journal. La rédaction poursuit la réflexion sur la répression de l'indiscipline, que ce soit à l'école ou à la maison. Le débat divise l'opinion après le récent décès de 2 enfants des suites de bastonnades. Et malgré la clarté des textes réglementaires qui interdisent des punitions corporelles des parents ou des éducateurs, tous maintiennent ces sévices et argumentent quant à leur impérieuse nécessité. Quand la fessée divise la communauté éducative, c'est une grande enquête de Serge Atangana. Bissot. Cette cour, scène dédiée au grand rassemblement au collège France Fanon, a vécu un grand moment de restauration de l'autorité ce lundi matin. Une fessée souveraine d'une parente fâchée à son indiscipliné de fils. Comme pour dire que le fouet en débat, il y a ceux qui approuvent et puis les autres. C'était un cas de renvoi, mais quand le parent a pris sur lui de venir fouetter cet enfant au rassemblement ce matin, nous nous sommes dit pourquoi ne pas lui accorder cette dernière chance. La plupart des parents sont pour l'utilisation du fouet. Ça, ce sont les statistiques. Mais il y a aussi une minorité, il y a un groupe de parents peut-être modernes. La loi est pourtant claire. Du primaire au secondaire, on ne tape pas les enfants. On ne peut pas aller à l'encontre de la réglementation en vigueur parce que le ministère de l'Éducation de base proscrit le châtiment corporel. Mais comment faire quand les élèves se prennent pour des vedettes de Yoruba, autres coupés décalés? À l'école catholique primaire de Nkwaban, le Christ en croix veille dehors. Bible, trique et craie ne font pas nécessairement mauvais ménage dedans. Et pourquoi? Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent. Il y a des punitions autorisées qui peuvent transformer l'enfant. Par exemple, la retenue dans la salle de classe sous l'œil du maître pendant la récréation. Ou alors on peut lui demander de reprendre une phrase qui a été mal écrite, de recopier celle-ci 5-10 fois. Puis retirer les points, les mauvais points. Pour un enfant, il est sensible aux notes. En classe de 6e, il est bon de faire cours avec un fouet sur la table.
Parce que le fouet est dissuasif, même si on ne l'utilise pas. Vous savez, en 6e, monsieur, on pique les gens ici derrière, monsieur, on fait ceci. Les enseignants manient bien le fouet, à regret, disent-ils. Le but n'est pas de se muer en maître fouettard, mais plutôt de former au pire par la force. Parfois aussi, c'est juste une arme de dissuasion massive. Le tout étant de savoir toujours jusqu'où ne pas aller trop loin. De vous à nous, la punition par 5 coups de trique ou la grille d'un défilé des nuls, comme celui orchestré dans un lycée de Bafoussam la semaine dernière, vous, élèves, choisissez donc. Et voilà un débat qui a certainement encore de beaux jours devant lui. Il y a scission au sein du collectif des enseignants du Cameroun. Le regroupement créé il y a quelques 10 mois vit maintenant l'avènement d'une faction dissidente dénommée le nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun. Pour clarifier cet imbroglio, le président du collectif originel, Jacques Bessala, donnait un point de presse ce lundi ici à Yaoundé. Notre reporter Christian Bachegane dit l'essentiel à retenir de cet échange. 9 enseignants, tous trentenaires, ensemble pour analyser les problèmes qui secouent la corporation. Ils font partie des 11 qui forment le collectif des enseignants indignés du Cameroun, ceux-là même qui dévoilaient déjà leurs revendications en mars de l'année dernière. 10 mois avant mars 2017, nous avions recensé 10 000 ou 11 000 paiements par là. 10 mois après mars 2017, nous sommes à plus de 38 000 paiements effectués en termes de salaire, des paiements en termes de arriérés de salaire, et des paiements en termes d'indemnités et primes. Cette sortie médiatique intervient au moment où une faction dissidente désignée, nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun, active les réseaux sociaux et annonce une manifestation publique massive ce mardi à Yaoundé, malgré l'interdiction à manifestation qui leur a été signifiée par l'autorité administrative compétente. Les 2 mouvements des seigneurs de la craie, engagés à la défense des intérêts de l'enseignant, se donnent ainsi coup pour coup, l'hostilité la disputant à la vulgarité par médias et réseaux sociaux interposés. Les revendications ne sont pas stupides du tout. Non, mais il y a un problème avec l'approche, parce que notre approche à nous est celle du dialogue. Notre approche est celle des compromis dans le sens des solutions que l'on peut proposer aux questions, aux problèmes qui ont été posés. Le président de l'autre faction que nous avons vu au téléphone dit leur détermination à manifester. Seulement, il faut savoir raison garder dans l'intérêt des enseignants qui se passerait bien de cette autre indignation. Voilà une belle tempête dans un verre d'eau. 380 ordinateurs, dont du président de la République, font le bonheur des étudiants de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. C'est dans le département d'Inkam, région du littoral. La cérémonie de remise de ce don présidentiel est racontée ici par Gervais Mbourou de CR TV Littoral. La distribution des ordinateurs portables Paul Biya Higher Education Vision a été accueillie comme un événement de premier ordre à Yabassi. Fanfare, chansons, danse étaient au rendez-vous pour saluer ce don du chef de l'État. Une aubaine pour cet institut. Ces ordinateurs permettront à nos ingénieurs alliés de pouvoir se connecter au cyberespace universitaire mondial et de pouvoir accéder plus facilement aux connaissances. Au moment où ils entrent en stage professionnel annuel, les étudiants savent déjà quel usage ils en feront. Ça va nous permettre pour faire nos TPE, c'est-à-dire travaux personnels des étudiants, et ensuite nos travaux pratiques aussi, permettre de rédiger nos rapports de stage monographiques pour insertion et insertion. Les expressions de gratitude dans une société où les doigts de la main n'ont pas la même taille ont fusé de partout à l'endroit du donateur, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Avec ce don, il a permis de radicaliser tous les étudiants au même niveau et d'en bénéficier de ce don, de ce matériel qui autrefois était qualifié de matériel d'un certain nombre de classes bien déterminées. Comme promis par les étudiants et leurs encadreurs, les bons fruits des PBHEV seront à coup sûr cueillis très bientôt. Grave incendie hier dimanche au palais de justice d'Akonolinga, c'est dans l'Oignon Esso.
La salle d'audience et les bureaux des principaux responsables sont partis en fumée. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Du feu qui cause également une belle panique tout à l'heure, ce soir à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un court-circuit subi par le transformateur a causé un début d'incendie dans les principales installations électriques. Assez spectaculaire, la situation est vite rentrée dans l'ordre. Pas de victimes humaines enregistrées, quelques dégâts matériels et ce soir, l'hôpital Jamo est désormais alimenté par un groupe électrogène en attendant l'évaluation des installations par les responsables de la société Eneo. En santé, piquet de grève ce lundi au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées des Touguébé. Le personnel réclame plusieurs mois de salaires impayés et l'érection du centre en établissement public conformément au décret présidentiel de 2009. État des lieux, Lucie Colette Avoulou. Le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées est érigé en établissement public administratif depuis le 16 mars 2009 par décret présidentiel et 9 ans après. Nous demandons par exemple que la dette sociale soit payée, une dette sociale soit payée, cumulée sur plusieurs années, c'est-à-dire de 2009, date où le centre est fait EPA, c'est-à-dire établissement public administratif, jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons le paiement des reliquats de salaire. Depuis que le centre existe comme établissement public administratif, seul le directeur général et le directeur général adjoint bénéficient des avantages dus à l'établissement public. Donc dans une administration publique, sans aucune explication, sans en connaître les raisons, nous restons sans salaire, nous faisons 3 mois, de novembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de salaire. La non-assistance médico-sanitaire aussi de ces personnes handicapées, physiques et moteurs, a déjà causé plusieurs décès. Comment pouvez-vous comprendre que dans une structure qui emploie des personnels handicapés, il n'y ait pas d'accompagnement médico-sanitaire du personnel? Suite donc à cela, nous avons perdu 3 collègues handicapés qui sont morts de suite de négligence médicale. Je demande aux grévistes de rompre leur grève parce qu'il s'agit pour nous d'envisager la tenue d'une réunion demain à 10h. À Touguébé, les autorités administratives étaient présentes pour la médiation. En face d'eux, des personnes suffisamment fragilisées. Très attendu de la concertation de ce mardi, la sortie de crise entre la direction générale muette jusqu'ici et son personnel. Le rideau est retombé sur le festival Madiba. Le peuple Sawa vient ici de donner à voir sa riche diversité culturelle et artistique sous la conduite du ministre Narcisse Moelle Kombi. Marie-Gabrielle Nfegueur raconte depuis les berges du Vouri la communion et l'exaltation des valeurs traditionnelles du peuple de l'eau. C'est la satisfaction totale des ancêtres Bonanja, Sigambonjo, après avoir béni ce qui fait leur fierté. L'eau, synonyme de vie, mais également de l'histoire de la tradition et de la culture du peuple Sawa. Le festival Madiba, grand carnaval culturel et fête de l'eau, est une plateforme pour mettre en valeur les éléments authentiques de la culture Sawa. Le petit Moelle Kombi, âgé de 5 ans seulement, est un exemple. Le festival Madiba met l'accent sur des valeurs qui sont propres aux communautés que l'on appelle les communautés de l'eau, c'est-à-dire celles qui ont en partage la vie dans le milieu aquatique. La 3e édition du festival Madiba a également porté sur les courses de pirogues dames et messieurs, la plongée en apnée, les parades nautiques et les rituels ancestraux, véritables expressions culturelles et symboles des éléments du riche patrimoine culturel camerounais qui doivent être préservés. À partir du moment où le patrimonial se réconcilie avec le contemporain, on est en droite ligne vers ce qu'il faut faire. Au cours de cette cérémonie de clôture de cette 3e édition du festival Madiba, le projet du musée de l'eau en construction a été présenté, une structure dont la conception s'inspire de l'apparence physique de l'environnement aquatique. L'événement
sur les berges du Vouri était également une communion entre les autorités traditionnelles des autres régions du Cameroun et celles du Gabon et de la République centrafricaine. Le groupe Source du pays et sa marque Planète s'associent l'image du groupe musical Ex-Maléa pour de meilleures ventes. Le partenariat a été scellé récemment. Il vise par ailleurs l'accompagnement des performances des Ex-Maléa par le groupe et pour le plaisir de toutes les générations. Zita Tangana. Ce geste unit deux labels qui partagent les mêmes valeurs et ont pour atout commun de plaire à toutes les générations. Nous avons pratiquement la même cible aujourd'hui. Ex-Maléa fait de la musique pour le peuple camerounais, pour les jeunes, pour les adultes, pour les familles. Planète aujourd'hui, c'est une marque familiale, c'est une marque pour les jeunes et c'est une marque pour toute la famille. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, en termes de valeurs, Ex-Maléa a pratiquement les mêmes valeurs que Planète aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parcouru tout le Cameroun, permettre à tous ces enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir vibrer avec Ex-Maléa, de leur rencontrer, de discuter avec eux, afin que ce grand groupe puisse partager leur expérience et permettre aux jeunes de pouvoir préparer la relève. Le partenariat entre Planète et Ex-Maléa accompagnera d'une part Ex-Maléa dans ses projets artistiques, d'autre part la marque Planète dans son rayonnement. Planète est une marque du groupe Monarch Beverage, présente sur 5 continents et dans 25 pays africains. Il n'est donc pas anodin que le groupe Source du pays, qui commercialise Planète au Cameroun, ait choisi Ex-Maléa, un groupe à succès planétaire. Et Planète aujourd'hui va accompagner un maximum de projets d'Ex-Maléa. Ça va nous soulager énormément. C'est déjà une bonne chose. Et ça va donner au groupe encore une plus grande visibilité. Donc c'est une très bonne chose pour nous, pas seulement pour nous, mais aussi pour XM Music qui accompagne d'autres jeunes artistes et qui va avoir d'autres possibilités pour accompagner plus facilement ces artistes-là. Les boissons Planète sont consommées par toutes les générations, les mêmes qui dansent sur les chansons du Ex-Maléa. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à ces deux marques de se rapprocher davantage de leur public pour faire exploser leur monde de saveurs. Dans l'actualité internationale, l'abolition de la limitation des mandats est sur la table du comité central du Parti communiste chinois, un projet de réforme constitutionnelle qui devrait ouvrir l'horizon au président Xi Jinping. Séverin Alégambélé. 2 fois, c'est pas assez. C'est le slogan qui accompagne la réforme du PCC, le Parti communiste chinois, qui s'est prononcé en faveur de la levée de la limite constitutionnelle des 2 mandats pour le président de la République. Selon l'agence Chine Nouvelle, en effaçant de la loi fondamentale chinoise, la mention stipulant qu'un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans, on ouvre la voie à un maintien au pouvoir de l'actuel dirigeant Xi Jinping, en pose depuis 2013. Cela est sans surprise, étant entendu qu'au 19e congrès du PCC en octobre dernier, il aurait dû introduire un successeur, mais cela n'avait pas été fait. L'amendement prévoit également l'introduction de la pensée Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise nouvelle ère dans la constitution du pays. Ces dispositions devraient tout de même être soumises aux parlementaires chinois lors de la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire qui s'ouvre le 5 mars prochain. La page des sports revient sur le week-end des Lions du football à travers la diaspora. Une maigre moisson en termes de buts. Seul Karl Toko Ekambi a brillé par un doublé, offrant la victoire à son équipe Angers qui était opposée à Lille. Jean Cyriac Bessé fait ici la revue de ses performances. Sacré Karl Toko Ekambi, l'attaquant d'Angers a trouvé par 2 fois le chemin des filets samedi face à Lille lors de la 27e journée de Ligue 1 en France. Par cette performance, le Lion indomptable a permis à son club employeur Angers d'obtenir une victoire précieuse qui lui permet de sortir de la zone de relégation. Grâce à ce doublé, le jeune attaquant camerounais occupe désormais la 6e position au classement des buteurs de la Ligue 1 avec 13 réalisations. La 27e journée de Ligue 1 s'est avérée infructueuse pour 2 lions indomptables. André Franck Zambo-Anguissa et Clinton Diez, sous la tunique de l'Olympique de Marseille, n'ont pas pu produire le miracle au Parc des Princes dimanche dernier. Malgré la contribution remarquable de ces 2 joueurs, l'OM a plié les Chines 0 but contre 3.
Au Portugal, le grand absent de la 25e journée de la Primera Liga avec Porto et Camerounais. Vincent Aboubakar n'a pas participé au succès de son club face à Portimonense, 5-1 samedi dernier. Le vice-capitaine des Lions indomptables du Cameroun reste à l'infirmerie pour cause de blessure. C'est un week-end quasi silencieux qui s'est refermé pour nos Lions sur les pelouses européennes. Et voilà qui met un terme à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Yves-Marc Modzo et ses invités dans Présidence Actu. Excellente suite de soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Les instruments, ils sont là. Je vous ai parlé de la politique genre qui a été déjà adoptée, son plan de mise en œuvre. Peut-être que le problème se pose au problème de l'applicabilité. Parmi les objectifs de développement durable, l'égalité et l'autonomisation font partie intégrante d'un développement durable. Cette célébration sera naturellement l'occasion pour les femmes au Cameroun de mesurer le chemin parcouru dans ce combat qu'elles mènent contre les violences, les discriminations et pour leur émancipation. La Camerounaise a dans ce combat-là un allié de poids. Le président de la République, Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, il n'a eu de cesse de ratifier toutes les conventions internationales et de promouvoir des instruments juridiques au plan national. Il s'agit d'encadrer la représentativité sociale, politique et économique de la Camerounaise. Le quota de 2 femmes par liste pour ces prochaines sénatoriales est une belle illustration. Le regard de Lucrèce Modou-Ndjemba. S'il est un avocat défenseur, un libérateur des femmes au Cameroun, un vrai, c'est lui. C'est bien lui, Paul Biya, le président de la République. Ce ne sont pas ses épouses qui, depuis 1990, vont et viennent sans autorisation maritale qui nous démentiraient. Avant, les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur mari avant de sortir. Mais c'était une discrimination vraiment criarde. Aujourd'hui, elles sont libres. Mais en réalité, c'est aux aurores de sa prise de fonction que Paul Biya trace le sillon de la promotion des femmes en créant dès 1984 le ministère de la Condition féminine. Un acte institutionnel important, en fait, le premier d'une série. Au sein du gouvernement, la proportion des femmes passe de 2 à 9 aujourd'hui. Cette percée des femmes voulue par le président de la République est globale. Elles sont secrétaires générales de ministère, directeurs générales de sociétés. Même les portes du commandement territorial leur sont désormais ouvertes. À Rachel Akono, préfet de la Villa, la pionnière dans le commandement territorial, s'est ajoutée Antoinette Zongo Nyambone, préfète du Konki. L'armée et la police, forteresse masculine, cèdent face au décret présidentiel. Le commissaire divisionnaire Jeannette Eoungeme tient les commandes de la sécurité publique à la délégation générale à la sûreté nationale, tandis que le colonel Anne Belancoto occupe le poste de commandant de la Légion de gendarmerie du Sud. Les fonctions électives ne sont pas en reste. À travers la loi de 2012 portant code électoral, le chef de l'État fait sauter les verrous misogynes des partis politiques. Ils doivent désormais tenir compte du genre. Le mandat finissant comprend ainsi 56 femmes députées, 20 sénateurs, 26 femmes maires et un peu plus de 200 adjoints au maire. Cette proportion des femmes est appelée à augmenter, le président national du RDPC, le parti au pouvoir, et chef de l'État ayant fait obligation aux responsables de son parti politique de titulariser au moins 2 femmes dans les listes des sénatoriales du 25 mars prochain. Plus encore, sur le plan purement juridique, Paul Biya, le président du Conseil supérieur de la magistrature, a bousculé certains acquis masculins. Si on lit l'article 361, désormais l'adultère est reconnu au même titre pour les hommes que pour les femmes à travers les mêmes critères. On peut également citer ainsi l'article 277 qui porte sur les mutilations génitales. Une autre avancée qu'on peut relever, c'est justement l'avancée qui refuse d'accepter le mariage comme étant
la réparation d'un viol, désormais, ce mariage peut être considéré comme nul et la victime peut effectivement se plaindre. Toutefois, si la gratitude des femmes à l'endroit du président de la République est incommensurable, elle lui en redemande au regard du contrat de confiance qui lie les deux parties. Le cas du Sénat, le président c'est un homme, le premier ministre un homme, le ministre des Finances un homme, le ministre de l'Économie un homme. Je peux en citer comme ça tous les ministères de souveraineté, comme si dans la symbolique il y avait des zones encore relativement réservées. Monsieur le Président de la République, faites donc sauter ce plafond de verre. Après tout, les femmes représentent 52% de la population camerounaise. Merci, Lucrèce. Dans la suite du journal, l'harmonie entre Pyongyang et Yaoundé, la riche coopération médicale, économique et diplomatique était passée en revue ce lundi à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le président Kavaïe Djibril recevait le nouvel ambassadeur de la République de Corée du Sud, son Excellence Bakriol Ryu. Nous écoutons ce compte rendu de Clarisse Tank. Des relations diplomatiques unissent le Cameroun et la Corée du Sud depuis 1961. Et pour soutenir ses partenaires, dont le Cameroun, la Corée du Sud, qui a l'expérience d'un développement économique rapide, partage son savoir-faire. C'est l'objet de la présence ici, au cabinet du très honorable Kavaïe Djibril, du nouvel ambassadeur de la République de Corée du Sud au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 26 février 2018, voici la une du journal. Le compte à rebours pour le 8 mars 2018, la fièvre monte à 10 jours de la célébration. En tête du journal, le décryptage de la thématique et le point des préparatifs de la Journée internationale de la femme. Le compte est bon au Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Un livre par matière. Dès la rentrée prochaine, l'instance table sur l'équation ce lundi à Yaoundé. Premières orientations dans ce 20h30. Des comptes à régler à l'indiscipline des enfants à l'école ou à la maison. Oui, mais comment appliquer les punitions? La grande enquête ouvre la brèche vers les punitions alternatives. Voilà pour les titres. Journée internationale de la femme 2018, la rédaction lance le compte à rebours à 10 jours de l'événement. La 33e édition de la GIF qui se célèbre le 8 mars s'annonce un bon cru à en juger par les belles couleurs du pain déjà disponible sur le marché et dans les entreprises et par les activités affichées au chronogramme de cette célébration. Voici les prémices du 8 mars 2018. C'est un reportage de Agnès Solange. Pas de répit pour ces machines à coudre. Depuis des semaines, elles exécutent mécaniquement les points de couture sur des pièces de tissu disséquées. Ici au marché Mokolo, ce n'est pas encore la grande affluence, comme vous pouvez le constater, mais les couturières, elles, s'attellent à confectionner les meilleurs modèles, comme ce cabas que vous pouvez voir, 15 000 francs CFA. Des ouvrières noyées dans des robes cabas aux modèles originaux et authentiques, les uns aux côtés des autres, confectionnés pour une clientèle d'exception. On appelle le modèle, c'est le modèle Android. C'est pour cela que vous avez vu le dos engrillagé. Il faut un peu laisser le nyanga au dos. Et le bas est en bobalaba. Dans les grandes surfaces, les femmes y vont à la pipette. Je suis venue prendre le 8 mars, j'ai choisi la couleur rouge. J'ai acheté tôt parce que je suis vraiment occupée. À la dernière minute, je ne pourrais pas avoir l'occasion avec les bousculades. Et l'on rassure que les dispositions sont prises pour éviter l'attroupement. Tous nos points de vente sont ravitaillés. Nous avons pris toutes les dispositions pour que dans tous les 4 coins de la République, le pain puisse être disponible. En agréant sur l'ensemble du territoire plus de 300 distributeurs. Des échanges et quelques activités ludiques sont annoncées dans les entreprises et départements publics. Ambiance des préparatifs visiblement encore timide dans la capitale Yaoundé.
Et pour ce 8 mars 2018, les Nations Unies appellent les femmes et les hommes à travers le monde à intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et à renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Une thématique à deux axes qui correspond bien aux défis de l'heure pour cette catégorie sociale au Cameroun. Catherine Toulou-Elanga. Depuis la conférence de Beijing en Chine en 1995, les femmes se battent contre la discrimination. Un combat rude qui sera encore d'actualité cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le terme discrimination contenu dans le thème retenu ne surprend personne. On parle quand même de discrimination de la femme parce que partout les droits de la femme sont bafoués ou ignorés. La discrimination, il ne faut pas s'attendre à ce que c'est d'autres qui nous déroulent le tapis rouge. Je pense que le véritable problème, c'est d'abord les femmes elles-mêmes. Les femmes qui représentent un peu plus de 60% de la population constituent une main forte pour le développement durable. Seulement, elles font face aux obstacles multiformes. La maman doit savoir que les mêmes charges qu'il doit attribuer aux jeunes garçons, c'est les mêmes charges qu'il doit aussi attribuer à la jeune fille. Et sur le plan scolaire, s'il envoie le garçon à l'école, la jeune fille doit aussi être à l'école. Même si des efforts sont déployés par les pouvoirs publics pour permettre à la femme de s'affirmer avec, par exemple, l'approche genre, beaucoup reste encore à faire. Les mécanismes sont là. Je dis que cela dans la région de l'extrême nord Cameroun, où la rareté du livre scolaire vient compliquer la transmission des connaissances à l'école. La région était ainsi dernière classée sur les 10 au récent classement de l'Office du baccalauréat. À Maroua, Isaac Damaïsou a mené l'enquête sur les stratégies pour combler ce gap. L'accès aux livres passe pour un luxe dans les établissements scolaires de la région de l'extrême nord et les enseignants en payent le lourd tribut. Ils doivent avoir ces manuels pour préparer d'abord les textes, par exemple, à la maison. Du moment qu'ils ne le font pas, lorsqu'ils arrivent ici en salle de classe, il est difficile de transmettre de manière adéquate ces connaissances à ces élèves. Et eux-mêmes, ils ont des difficultés à assimiler ce que nous leur donnons. Les apprenants avancent comme raison la faible culture du livre et du pouvoir d'achat. Je n'ai pas de livre parce que les parents n'ont pas de moyens pour me payer de livres. Je ne suis pas bien à mon livre parce que j'ai peur que certains de mes camarades me les volent. Conscient de l'impact de cet état des choses sur les résultats de fin d'année, les établissements multiplient les stratégies en dotant les bibliothèques de quelques livres au programme. Cas pratique, le lycée bilingue de Maroua. Nous essayons d'acheter quelques livres au programme pour que ces élèves passent les utiliser. Notre politique, c'est que si nous avons une dizaine de livres pour une discipline et pour un niveau, que nous préférons de les mettre déjà à la disposition du délégué de la classe. Pour certaines exploitations, le professeur peut leur demander de photocopier telle ou telle page. Les chefs d'établissement croient aussi qu'en rendant obligatoire l'achat de certains ouvrages, une grande partie du problème sera résolue. Restons avec la jeunesse dans cette grande enquête du journal. La rédaction poursuit la réflexion sur la répression de l'indiscipline, que ce soit à l'école ou à la maison. Le débat divise l'opinion après le récent décès de 2 enfants des suites de bastonnades. Et malgré la clarté des textes réglementaires qui interdisent des punitions corporelles des parents ou des éducateurs, tous maintiennent ces sévices et argumentent quant à leur impérieuse nécessité. Quand la fessée divise la communauté éducative, c'est une grande enquête de Serge Atangana. Bisson. Cette cour, scène dédiée au grand rassemblement au collège France Fanon, a vécu un grand moment de restauration de l'autorité ce lundi matin. Une fessée souveraine d'une parente fâchée à son indiscipliné de fils. Comme pour dire que le fouet en débat, il y a ceux qui approuvent et puis les autres. C'était un cas de renvoi, mais quand le parent a pris sur lui de venir fouetter cet enfant au rassemblement ce matin, nous nous sommes dit pourquoi ne pas lui accorder cette dernière chance. La plupart des parents sont pour l'utilisation du fouet. Ça, ce sont les statistiques. Mais il y a aussi une minorité, il y a un groupe de parents peut-être modernes. La loi est pourtant claire. Du primaire au secondaire, on ne tape pas les enfants. On ne peut pas aller à l'encontre de la réglementation en vigueur parce que le ministère de l'Éducation de base proscrit le châtiment corporel.
Mais comment faire quand les élèves se prennent pour des vedettes de Yoruba, autres coupés décalés? À l'école catholique primaire de Nkwaban, le Christ en croix veille dehors. Bible, trique et craie ne font pas nécessairement mauvais ménage dedans. Et pourquoi? Ça peut arriver, mais ce n'est pas fréquent. Il y a des punitions autorisées qui peuvent transformer l'enfant. Par exemple, la retenue dans la salle de classe sous l'œil du maître pendant la récréation. Ou alors on peut lui demander de reprendre une phrase qui a été mal écrite, de recopier celle-ci 5-10 fois. Puis retirer les points, les mauvais points. Pour un enfant, il est sensible aux notes. Classe de 6e, il est bon de faire cours avec un fouet sur la table. Parce que le fouet est dissuasif, même si on ne l'utilise pas. Vous savez, en 6e, monsieur, on pique les gens ici derrière, monsieur, on fait ceci. Les enseignants manient bien le fouet, à regret, disent-ils. Le but n'est pas de se muer en maître fouettard, mais plutôt de former au pire par la force. Parfois aussi, c'est juste une arme de dissuasion massive. Le tout étant de savoir toujours jusqu'où ne pas aller trop loin. De vous à nous, la punition par 5 coups de trique ou la grille d'un défilé des nuls, comme celui orchestré dans un lycée de Bafoussam la semaine dernière, vous, élèves, choisissez donc. Et voilà un débat qui a certainement encore de beaux jours devant lui. En ouvrant les travaux de ces assises, le ministre des Finances a rappelé aux participants l'impact attendu des préoccupations portées à leur réflexion. Cette expérience va nous permettre de mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies. Parce que la lutte contre la fraude est une entreprise complexe, les présentes assises basées sur les échanges et le partage d'expériences doivent aboutir, entre autres, à l'élaboration des monographies des produits à fort potentiel de fraude, ainsi que celle d'un catalogue de mesures concrètes de lutte adaptables à chaque pays. La plateforme gouvernement, secteur privé et société civile s'accorde autour du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Le document synthèse était présenté cette fin de semaine à Douala par Ernest Gwaboubou, le ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique. Première lecture à Douala. Daoud Mouliam. Le plan directeur d'industrialisation du Cameroun est une compilation bilingue de 15 documents sur format A5, dont 31 pages sont consacrées à chaque version en français et en anglais. Il s'adosse sur une stratégie à 5 axes qui mise en priorité sur les sanctuaires, agro-industrie, énergie et numérique. Vous savez que nous pouvons avoir des industries, mais s'il n'y a pas de l'énergie, on ne peut pas fonctionner. Si on ne transforme pas, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas créer de la valeur ajoutée. Mais depuis quelque temps, on ne parle que du numérique. Économie, c'est même déjà une économie. Parler d'économie numérique. Cet instrument sert désormais de boussole à l'action gouvernementale dans l'atteinte méthodique et rationnelle de son objectif d'industrialisation. Le PDI est une solution concertée entre l'État, le secteur privé et la société civile. Ce plan est en phase avec les 5 grandes priorités de l'ABAD, les 17 ODD et les résolutions de la COP 21 sur le développement durable. Son implémentation a donc besoin d'une forte implication du patronat camerounais. Les patrons sont appelés à mobiliser leurs membres et à faire des propositions concrètes. C'est le secteur privé qui porte le plan directeur d'industrialisation. L'atelier de Douala a permis de dévoiler le document guide sur ses plans stratégiques, réformes structurelles et institutionnelles. Atelier, mais aussi point de presse. Une bonne implémentation de cette intention émise en mars 2013 par le chef de l'État ferait du Cameroun l'usine de la nouvelle Afrique industrielle en 2050. L'actualité, c'est également cette équation dans le secteur de l'éducation, un livre unique par matière dans le système éducatif camerounais. C'est là l'épreuve et la mise en musique de cette réforme initiée en fin d'année dernière par le Premier ministre Philémon Yang. Cette mise en musique était examinée ce lundi au cours de la réunion du Conseil d'agrément du manuel scolaire à Yaoundé. Cette instance créée dans la foulée par le chef du gouvernement travaille maintenant avec
avec les autres acteurs du secteur sur l'effectivité des mesures gouvernementales dès la prochaine rentrée. Inutile de dire ici que c'est une mesure très attendue par les parents. Oswald Modon. Chaque année, les cartables des élèves camerounais prennent du volume, du poids aussi. La faute à une multiplicité de manuels inscrits au programme, mais dont l'efficacité n'est pas toujours garantie. Il faut changer la donne. Septembre 2018 devrait consacrer le retour du livre unique, valable pour 6 ans. Le livre unique, c'est un seul livre par matière enseignée dans tous les établissements qui dépendent du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Enseignements secondaires. Et la qualité va être déclinée à la fois sur le plan des aspects matériels des livres, sur le plan des contenus et surtout aussi sur le plan du coût. Même si les critères de sélection se veulent stricts, la mesure fait l'unanimité dans l'industrie du manuel scolaire. Je suis convaincu que chaque éditeur trouvera son compte, puisque chacun pourra avoir des parts de marché bien précis et en ce moment, l'économie d'échelle va entrer en jeu. Qu'on nous trouve des livres pour les enfants pour plusieurs années que de nous fabriquer les livres chaque année et que les libraires ont toujours les hauts programmes, les livres à rejeter. La réorganisation du marché du livre entend faire de la place à tous. Au conseil d'agrément du manuel scolaire d'assurer l'effectivité des nouvelles mesures. Le conclave avec les éditeurs, les diffuseurs, les imprimeurs et les distributeurs avait également pour objectif de lever les potentiels goulots d'étranglement. Même si au sortir de cette rencontre, on parle encore d'une période transitoire d'1 ou 2 ans. Et voilà une réforme qui viendra certainement résoudre la question de l'accès au manuel scolaire pour les parents et les élèves, on l'a dit. Allons voir. On travaille beaucoup au niveau économique d'abord et nous pensons à investir encore davantage et d'abord par les projets de KOICA, ce qu'on appelle l'Agence internationale de coopération coréenne. Donc, et nous projetons d'avoir de plus en plus de projets d'envergure et nous sommes très engagés à développer nos relations d'amitié et de coopération. De nouveaux axes de coopération sont donc envisagés et seront minutieusement explorés. En attendant, pour assurer le bien-être des populations démunies, des financements coréens dans le cadre du programme baptisé CAC ont permis de réaliser des œuvres importantes sur les plans économique, social et sanitaire. L'on peut citer sans être exhaustif les centres de formation professionnelle d'excellence de Limbé, Douala et Saint-Mélima, le Centre national des urgences médicales de Yaoundé et de nombreux autres projets dans le secteur des TIC en matière de protection du cyberespace camerounais et de la lutte contre la cybercriminalité. Une approche de développement basée sur 3 principes: travailler d'abord, servir d'abord les autres et se sacrifier d'abord pour les autres. Parlons de la coopération au plan régional maintenant, avec d'abord cette nouvelle. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, conduit la délégation camerounaise à la conférence internationale sur la sauvegarde du lac Tchad. La conférence se tient à Abuja, au Nigeria, depuis ce lundi 26 et ce sera jusqu'à après-demain, mercredi 28 février. C'est un communiqué de presse signé du directeur de cabinet Gogumu Paul Mingo. Le comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques d'Afrique centrale, le COPIL, travaille, lui, à l'avènement d'une zone économique régionale unique. Et pour préciser le régime des facilités et des privilèges du Cameroun dans ce contexte, le COPIL et le gouvernement signaient un accord ce lundi, ici à Yaoundé. Côté camerounais, pour signer les documents, les ministres Lejeune Belambela et élu Paul Motazé. La portée de cet accord, Séverin Alégambélé. Les signatures apposées au bas de ce document par le ministre des Relations extérieures pour le compte du gouvernement du Cameroun et par le ministre de l'économie, président du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, matérialisent la volonté politique des chefs d'État de la sous-région de faire avancer le processus d'intégration. Par cet accord, le secrétariat technique, l'une des structures du comité de pilotage dont la présidence dédiée est assurée par le président Paul Biya, se dote des moyens utiles pour le travail demandé dans les domaines prioritaires de la rationalisation.
qu'au sein du secteur technique, nous avons plusieurs nationalités. Nous avons les Gabonais, les Tchadiens, les Burundais, les Rwandais, les Camerounais qui travaillent au quotidien. Donc il fallait un encadrement juridique pour que la structure puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités pour mener à bien ces missions. Depuis 2009, conformément au traité de l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité d'Abuja, on évoque la question de l'unification des schémas régionaux d'intégration pour une meilleure compétitivité des économies et l'amélioration des infrastructures de transport. Il y a eu l'unification des 2 zones de libre-échange. Dorénavant, nous n'avons plus une zone de libre-échange CEAC, une zone de libre-échange CEMAC. Nous avons une seule zone de libre-échange avec plus de 70 millions d'habitants. Donc les agréments avant, la CEAC agréait les produits, la CEMAC agréait les produits. Dorénavant, on va disposer d'un seul agrément qui va circuler dans les 11 États. L'harmonisation des politiques, des programmes et instruments d'intégration pour une seule communauté économique régionale en Afrique centrale passe aussi par un rapprochement des cadres institutionnels des 3 communautés économiques qui existent jusque-là. Dans ce même sens de l'intégration, les experts des douanes et des impôts d'Afrique centrale et d'Afrique australe tiennent un séminaire de 4 jours cette semaine à Yaoundé. Il s'agit pour ces 2 zones économiques de construire une synergie dans la lutte contre la fraude douanière et fiscale. Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances camerounais, explique l'importance de la rencontre dans ce reportage de Philippe Roger et Sama. Dans les administrations financières en quête de performance, le défi de mobilisation des recettes internes pour financer l'économie impose le développement des idées novatrices par les acteurs des secteurs concernés. Le renforcement de la collaboration entre les douanes et les impôts, objet du séminaire interrégional Afrique centrale, Afrique australe, ouvert ce lundi, est un concept de nouvelle génération développé pour combattre la fraude et optimiser les recettes. Une des missions fondamentales de l'administration en charge d'assiette, c'est la collecte des ressources internes. Un des défis dans cette dynamique, c'est le recouvrement de l'impôt. Il a été établi que la collaboration, la synergie permet d'améliorer significativement donc, les performances en matière de recouvrement.